Ce que vous êtes sur le point d'écouter n'est pas une vidéo spectaculaire. Il n'y a pas d'effets spéciaux, pas de montage frénétique, pas de musique dramatique toutes les 30 secondes pour maintenir votre attention artificielle. Ce canal est fait pour ceux qui préfèrent la substance à la forme, le contenu à l'emballage, la profondeur à la vitesse. Si vous cherchez des transitions flashy et des animations, vous êtes au mauvais endroit. Si vous cherchez à comprendre vraiment comment fonctionne l'argent, comment les crises naissent, et comment une minorité lucide a toujours réussi à protéger son capital quand tout s'effondre autour d'elle, alors installez-vous confortablement. Ce canal est fait pour vous. Pour comprendre ce qui se passa en Allemagne entre 1920 et 1923, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'Allemagne avant. Avant la Première Guerre mondiale, le Reich allemand était l'une des économies les plus puissantes et les plus sophistiquées du monde. Sa monnaie, le mark, était stable, respectée, convertible en or selon les règles de l'étalon or international. Un mark valait quelque chose de précis et de garanti. Les épargnants allemands avaient une confiance absolue dans leur système financier, dans leurs banques, dans leurs obligations d'État. Des millions de familles de la classe moyenne avaient patiemment constitué des patrimoines en marques, en obligations du gouvernement, en dépôts bancaires. Ces familles avaient travaillé dur, économisé sérieusement, fait confiance aux institutions. Elles allaient payer le prix le plus terrible de toute l'histoire monétaire moderne pour cette confiance mal placée. La Première Guerre mondiale coûta à l'Allemagne une fortune qu'elle n'avait pas. Plutôt que de financer la guerre par l'impôt, ce qui aurait immédiatement rendu le conflit impopulaire, le gouvernement allemand choisit de l'emprunter massivement, en vendant des obligations de guerre à sa propre population. Les Allemands patriotes achetèrent ces obligations, en croyant que la victoire viendrait rembourser leur générosité. La défaite de 1918 transforma ces obligations en papier sans valeur réelle, et le traité de Versailles de 1919 ajouta à ce désastre une charge supplémentaire d'une ampleur stupéfiante. Les réparations de guerre imposées à l'Allemagne vaincue furent fixées à 132 milliards de marks or, une somme que personne, pas même les économistes alliés les plus optimistes, ne croyaient sincèrement que l'Allemagne pourrait rembourser. L'économiste britannique John Maynard Keynes, qui participait à la conférence de paix, démissionna de la délégation britannique en signe de protestation, convaincu que ces réparations punitives allaient provoquer une catastrophe économique dont souffrirait toute l'Europe. Il avait raison. Il était simplement en avance d'une décennie sur les événements. La République de Weimar, née dans la défaite et l'humiliation, hérita d'une situation budgétaire catastrophique. Elle devait payer des réparations qu'elle ne pouvait pas se permettre, reconstruire une économie dévastée par 4 ans de guerre totale, et maintenir une paix sociale dans un pays traversé par des tentatives de révolution à gauche et des putschs militaires à droite. Pour financer tout cela, le gouvernement fit ce que les gouvernements désespérés ont toujours fait depuis que la monnaie existe. Il fit fonctionner la planche à billets. La Reichsbank, la banque centrale allemande, se mit à imprimer des marques à un rythme qui allait progressivement dépasser toute limite imaginable. Au début, l'inflation était modérée, inconfortable mais gérable. En 1919, les prix avaient environ doublé par rapport à leur niveau d'avant-guerre. En 1920, ils avaient encore progressé. Mais ce qui se passa ensuite dépasse toute description rationnelle et appartient à une catégorie d'événements économiques que les économistes qualifient d'hyperinflation, un terme qui semble presque trop technique et trop froid pour décrire ce qui fut en réalité une destruction totale et méthodique de la valeur de la monnaie. En janvier 1921, un dollar américain s'échangeait contre environ 65 marks. En janvier 1922, il en fallait déjà 200. En janvier 1923, 4700. En juillet 1923, 160 000. En septembre 1923, 100 millions. Et à son apogée en novembre 1923, un seul dollar américain valait 4200 milliards de marks. 4200 milliards. Ce chiffre est si extravagant qu'il paraît appartenir à la fiction plutôt qu'à l'histoire. Mais il est parfaitement documenté, enregistré dans les archives bancaires et les rapports officiels de l'époque. Ce qui s'était passé en l'espace de quelques années, c'est que la monnaie allemande avait cessé d'être une réserve de valeur pour devenir un objet qui perdait de la valeur à une vitesse si vertigineuse qu'il fallait le dépenser dans l'heure qui suivait sa réception pour qu'il conserve un minimum de pouvoir d'achat. Les travailleurs allemands réclamèrent d'être payés 2 fois par jour. Les épouses venaient chercher le salaire du matin à la porte de l'usine à midi pour courir l'acheter des denrées alimentaires avant que les prix n'aient encore monté dans l'après-midi. Des anecdotes historiques devenues célèbres racontent qu'il fallait des brouettes entières de billets pour acheter un pain, que les enfants jouaient avec des liasses de marques comme avec des jouets, que des gens brûlaient des billets dans leur cheminée parce que le bois de chauffage coûtait plus cher que la valeur nominale des billets nécessaires pour le payer. La grande leçon de l'hyperinflation de Weimar, celle que les historiens économiques ont disséquée avec une précision croissante au fil des décennies, c'est que la catastrophe ne frappa pas tous les Allemands avec la même violence. Elle fut extraordinairement sélective dans ses victimes, et cette sélectivité n'était pas le fruit du hasard. Elle reflétait avec une logique implacable les décisions financières que différentes catégories de la population avaient prises dans les années et les décennies précédentes. La première grande catégorie de perdants fut celle qu'on désigne communément sous le terme de Mittelstand, la classe moyenne allemande. Ces médecins, avocats, professeurs, fonctionnaires,
petits entrepreneurs, artisans et commerçants, avaient constitué leur patrimoine de façon parfaitement raisonnable et prudente selon les standards financiers de leur époque. Ils avaient épargné en marques dans des comptes bancaires. Ils avaient acheté des obligations d'État, des Kriegsanleihen, ces obligations de guerre que le patriotisme et la propagande gouvernementale leur avaient présentées comme le placement le plus sûr et le plus honorable qui soit. Ils avaient souscrit des assurances vie libellées en marques. Ils avaient prêté de l'argent à des amis, à des membres de leur famille, à des partenaires commerciaux, avec des contrats stipulant un remboursement en marques. Tous ces actifs, qui représentaient des années voire des décennies d'accumulation patiente, partageaient une caractéristique commune fatale, dans un contexte d'hyperinflation. Leur valeur était définie en marques nominaux, et non en valeur réelle. Quand le marque perdit l'essentiel de sa valeur, tous ses actifs perdirent l'essentiel de leur valeur avec lui. Un médecin qui avait économisé pendant 20 ans pour sa retraite se retrouva avec une épargne nominalement intacte mais réellement sans valeur. Un professeur dont les économies représentaient 10 ans de travail se retrouva avec de quoi acheter un ticket de tramway. Des familles entières qui s'étaient crues à l'abri du besoin, grâce à leur épargne disciplinée, plongèrent dans la pauvreté en quelques mois. La deuxième grande catégorie de perdants fut celle des rentiers, ces personnes qui vivaient du rendement de placement à revenus fixes. Dans une économie saine, les rentiers constituent un pilier de la stabilité sociale. Ils ont accumulé du capital, ils le prêtent à ceux qui en ont besoin en échange d'un intérêt, et cet intérêt leur permet de vivre sans travailler tout en faisant fonctionner le circuit économique. Pendant l'hyperinflation de Weimar, le revenu fixe en marque d'un rentier devint une condamnation à mort économique progressive. Chaque mois qui passait, les intérêts qu'il recevait représentaient moins de pouvoir d'achat réel. Et quand les obligations arrivaient à maturité, et étaient remboursées en marques nominaux, ces marques ne valaient plus que des fractions infinitésimales de ce qu'ils valaient lors de la souscription initiale. Des familles aristocratiques et bourgeoises qui avaient tenu leur rang pendant des générations grâce à des patrimoines obligataires et fonciers, furent réduites à la misère en l'espace d'1 ou 2 années. Et pourtant, tous les Allemands ne furent pas détruits par l'hyperinflation. Une minorité, numériquement réduite mais économiquement significative, non seulement survivit à la tempête, mais dans certains cas sortit de la crise, dans une position patrimoniale plus forte qu'avant. Ce ne fut pas de la chance. Ce ne fut pas de la corruption, même si certains cas de corruption et de spéculation prédatrice existèrent. Ce fut dans la grande majorité des cas, le résultat d'une lucidité économique, d'une compréhension correcte des mécanismes de l'inflation, et d'une capacité à agir sur la base de cette compréhension, avant que la situation ne devienne irréversible. La première et la plus fondamentale des stratégies de résistance fut la détention d'actifs réels plutôt que d'actifs nominaux. Les propriétaires de terres agricoles, d'immeubles de rapport, d'usines et d'équipements industriels virent leurs actifs nominalement s'apprécier à une vitesse proportionnelle à l'inflation, car les prix de l'immobilier et de la production industrielle montaient en termes de marques au même rythme que tout le reste. Un immeuble qui valait 100 000 marks avant la guerre et qui en valait 100 milliards en 1923 n'avait pas réellement pris de valeur en termes réels. Son propriétaire n'était pas 100 fois plus riche en pouvoir d'achat réel, mais il n'avait pas non plus perdu sa fortune, contrairement à son voisin dont les 100 000 marks étaient en dépôt bancaire. La propriété immobilière et foncière agit comme un ancrage dans la réalité physique que l'inflation ne peut pas dissoudre, car la terre et les bâtiments ont une valeur d'usage concrète et permanente indépendante de la valeur nominale de la monnaie dans laquelle ils sont évalués. Les grands propriétaires fonciers de Prusse et de Bavière, souvent méprisés par les économistes libéraux de l'époque comme des reliques d'un ordre féodal dépassé, se retrouvèrent être les grands gagnants économiques de l'hyperinflation, non par mérite particulier, mais parce que la nature de leurs actifs les protégeait structurellement contre la destruction monétaire. La deuxième stratégie de résistance fut la détention de devises étrangères stables et d'or. Ceux qui avaient compris suffisamment tôt que le mark était en train de se dévaloriser de façon systématique et non conjoncturelle convertirent leur mark en dollars américains, en francs suisses, en livres sterling ou en or physique. Ces conversions, effectuées au début de la crise quand le mark avait encore une valeur relative significative, permirent à leurs auteurs de conserver un pouvoir d'achat réel pendant toute la durée de l'hyperinflation. Un Allemand qui avait converti 1000 marks en dollars en 1919, quand le taux était encore raisonnable, pouvait vivre relativement confortablement pendant les années les plus sombres de la crise, en reconvertissant progressivement ses dollars en marques au fur et à mesure de ses besoins. Sa richesse nominale en marques augmentait chaque semaine alors qu'il ne faisait rien, simplement parce que le mark se dévaluait. En termes réels, il maintenait son niveau de vie là où ses compatriotes voyaient le leur s'effondrer. La communauté juive allemande, qui entretenait des réseaux commerciaux internationaux étroits, et avait une expérience historique des persécutions et des confiscations qui l'avait conduite à maintenir une tradition de détention d'actifs liquides et transportables, fut statistiquement surreprésentée dans cette catégorie de survivants économiques. Cette réalité fut malheureusement instrumentalisée par la propagande nazie des années suivantes, pour alimenter les thèses antisémites sur une prétendue conspiration financière juive, alors qu'il s'agissait simplement de l'expression d'une lucidité économique et d'une diversification patrimoniale, que n'importe quel Allemand aurait pu adopter s'il en avait eu la connaissance et la volonté. La troisième stratégie de résistance, peut-être la moins intuitive, mais l'une des plus efficaces, fut celle de l'endettement intelligent.
Voici un paradoxe que l'hyperinflation révèle avec une netteté particulière et qui va à l'encontre de tous les instincts financiers ordinaires. Dans un contexte d'inflation galopante, l'emprunteur est avantagé et le prêteur est lésé. Si vous empruntez 1 million de marks en 1920 et 1 pour acheter une propriété immobilière ou un équipement industriel, et que vous remboursez ce million de marks en 1923, vous remboursez en réalité une somme dont le pouvoir d'achat réel ne représente qu'une infime fraction du million emprunté. Vous avez dans les faits obtenu la propriété presque gratuitement. Des industriels allemands particulièrement avisés comprirent ce mécanisme dès les premières phases de l'inflation et s'endettèrent massivement pour acquérir des actifs réels, usines, terrains, équipements, matières premières, en sachant que leurs dettes seraient remboursées en monnaie de singe. Hugo Steen, industriel de la Ruhr, est l'exemple le plus documenté et le plus spectaculaire de cette stratégie. En s'endettant massivement pour acquérir des entreprises, des mines, des journaux et des propriétés pendant l'inflation, il constitua un empire industriel colossal en quelques années, devenant l'un des hommes les plus riches d'Allemagne précisément grâce à la catastrophe économique qui ruinait ses compatriotes. Sa méthode était légale, elle était même économiquement rationnelle dans le contexte de l'époque. Mais elle illustre avec une brutalité particulière comment les crises monétaires opèrent toujours un transfert massif de richesses des naïfs vers les lucides, des lents vers les rapides, des crédules vers les sceptiques. La quatrième stratégie de résistance fut la reconversion professionnelle vers des activités génératrices de revenus en devises étrangères ou en biens réels directement échangeables. Les médecins, les avocats et les professeurs qui pouvaient offrir leurs services à des clients étrangers ou à des entreprises internationales et être rémunérés en dollars ou en francs suisses maintinrent leur niveau de vie pendant toute la durée de la crise. Les artisans produisant des biens d'exportation, dont la production était payée en devises étrangères, étaient dans une position similaire. Dans les régions frontalières, une économie informelle du troc et des échanges en monnaies étrangères se développa, permettant à ceux qui y participaient de contourner partiellement la destruction monétaire. Les agriculteurs et les producteurs alimentaires, dont les produits avaient une valeur d'usage concrète et immédiate, retrouvèrent dans cette période une position de pouvoir économique qu'ils n'avaient pas connue depuis des générations. La nourriture, qui avait toujours été sous-évaluée dans une économie monétaire sophistiquée, retrouvait sa valeur fondamentale d'actifs réels irremplaçables dans une économie où la monnaie avait cessé de fonctionner. La crise de Weimar n'est pas une curiosité historique réservée aux amateurs d'histoire économique du XXe siècle. C'est un cas d'étude d'une pertinence permanente sur les mécanismes fondamentaux de la destruction monétaire et sur les stratégies de préservation du capital qui y résistent. Plusieurs leçons s'en dégagent avec une clarté qui traverse les décennies. La première leçon est que la confiance dans une monnaie peut s'effondrer beaucoup plus vite que quiconque ne l'imagine. Les Allemands de 1919, qui regardaient les premières manifestations de l'inflation, pensaient pour la plupart qu'il s'agissait d'un phénomène temporaire qui se corrigerait de lui-même une fois la situation politique stabilisée. Très peu anticipèrent que ce glissement modéré se transformerait en catastrophe totale en l'espace de 4 ans. Ceux qui survécurent économiquement ne furent pas ceux qui attendirent la certitude avant d'agir. Ils furent ceux qui agirent sur la base de signaux d'alerte précoce, avant que la situation ne soit devenue irréversible. La deuxième leçon est que la diversification entre classes d'actifs de nature différente n'est pas une sophistication réservée aux investisseurs professionnels. C'est une protection élémentaire contre le risque systémique. Ceux qui avaient réparti leur patrimoine entre actifs réels, devises étrangères et actifs productifs, résistèrent infiniment mieux que ceux qui avaient tout concentré dans des actifs nominaux libellés dans une seule monnaie nationale. La diversification n'élimine pas tous les risques, mais elle empêche qu'un seul risque systémique ne détruise la totalité d'un patrimoine. La troisième leçon est peut-être la plus inconfortable pour les idées reçues sur l'épargne et la prudence financière. Dans un contexte d'inflation sévère, les comportements financiers qui semblent les plus raisonnables et les plus vertueux dans une économie normale, épargner en monnaie nationale, acheter des obligations d'État, faire confiance aux banques, sont précisément ceux qui mènent à la ruine. Ce n'est pas un plaidoyer pour l'imprudence ou la spéculation. C'est un rappel que la prudence financière n'est pas une norme absolue, mais une adaptation au contexte économique spécifique dans lequel on vit. Ce qui est prudent dans une période de stabilité monétaire peut devenir suicidaire dans une période de destruction monétaire accélérée. La capacité à reconnaître quand le contexte a fondamentalement changé et à adapter ses comportements financiers en conséquence est la compétence la plus précieuse qu'un investisseur puisse développer. Et c'est précisément cette compétence que l'histoire économique, étudiée sérieusement et sans complaisance, permet de cultiver. La crise de Weimar prit fin en novembre 1923 avec l'introduction du Rentenmark, une nouvelle monnaie garantie par des actifs fonciers, dont la valeur fut fixée à 1 billion de marks anciens. Cette stabilisation monétaire permit à l'économie allemande de se redresser dans les années suivantes, pendant la courte période de prospérité relative de 1924 à 1929 que les historiens appellent les années dorées de la République de Weimar. Mais les dommages sociaux et psychologiques de l'hyperinflation ne se effacèrent jamais vraiment. La classe moyenne allemande, dévastée et humiliée, nourrit une rancœur profonde envers la République qui avait détruit ses économies. Cette rancœur, combinée aux effets de la Grande Dépression, qui frappa à partir de 1929,
constitua le terreau fertile sur lequel le national-socialisme put prospérer. L'hyperinflation de Weimar n'engendra pas directement Hitler, la chaîne de causalité est plus complexe et plus longue, mais elle contribua à détruire la confiance d'une partie de la population allemande dans les institutions démocratiques et dans le système économique libéral, créant une vulnérabilité politique dont les démagogues surent exploiter les frustrations avec une habileté cynique et mortelle. L'histoire économique n'est jamais seulement une histoire de chiffres et de monnaie. C'est toujours, en profondeur, une histoire humaine, une histoire de confiance trahie, de vies brisées, et parfois, de leçons tirées trop tard.